Bon, ça, c'est une phrase qu'on m'a pas dit dans ces termes, mais je trouvais ça plus rigolo de la mettre comme ça. Ouais, donc ça va être, parler de techno de hipster et de, comment ça peut faire peur aux gens qui veulent des technos, certains diront rassurantes, d'autres diront inintéressantes en prod. Donc je m'appelle Clément, je travaille chez Datadog, je sévis sur, Mastodon et Blue Sky et aussi sur LinkedIn. J'adore LinkedIn en ce moment, c'est mon kink. C'est trop bien. Hem, Ça, c'est mon chien, c'est Puna, elle est jolie. Elle est belle, hein? OK. Ah, merci. La référence commence à dater, mais donc, c'est quoi un langage de hipster? Donc si le but est de dire, on va prendre des langages qui nous amusent et on va mettre ça en prod juste parce que c'est des langages, rigolos, bah, à ce moment-là, on peut mettre du Bfunge en prod. Enfin ça, c'est une version de Bfunge, je vais rajouter des caractères grecs pour, générer du SVG, parce que je trouvais ça rigolo. Ça, c'est du Wiwa. C'est, un langage, tacite avec des opérateurs Unicode. C'est super rigolo. C'est un peu comme, WarpScript, mais en plus utile. Donc évidemment, le but, c'est pas, juste d'utiliser des langages, chelous juste pour le plaisir des langages chelous. Donc évidemment, ça va être un langage, certes, différent, mais aussi un langage qui censément apporte des avantages. En l'occurrence, pour parler de mon expérience personnelle, ça va être des langages avec un système de type, qui date pas des années 70, qui aide, qui apporte, beaucoup de choses. En gros, c'est de faire un trade-off avec un langage qui apporte plein de choses, tout en se coupant de ce qu'apporte, un gros écosystème autour du langage. Donc dans mon cas, globalement, ça va être, Rust, Scala, Haskell, PureScript, ce genre de langage. Et ça, c'est pour moi. Il y a des gens qui sont très, très forts avec des Lisp non typées et pour eux, ça va être du Clojure ou des trucs comme ça. J'y reviendrai, ça reste quelque chose qui est lié à des valeurs personnelles, mais l'idée, c'est de dire: «Est-ce que je vais prendre un bon langage avec des bonnes qualités, quitte à me couper d'un gros écosystème?» Ça va être ça. Et pourquoi je fais ce talk? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir utiliser des langages, pas mainstream dans ma carrière. C'est un truc qui a tendance à faire peur et je voulais revenir sur les peurs qui reviennent, à propos de ces langages et essayer de relativiser un peu. Alors, note importante, mainstream, c'est très contextuel. Si vous bossez dans la finance et la blockchain, Rust et Haskell, c'est pas des langages de hipsters, c'est des langages mainstream. Si vous bossez dans le transport routier, là, Haskell, ça devient, un peu plus, non mainstream. Donc faut aussi comprendre ça, c'est qu'il y a des domaines et un langage, il est pas, hipster ou mainstream, de manière complètement indépendante du contexte. Et en parlant de contexte, il y a un autre truc aussi, ce que je vais dire, ça va concerner des petites boîtes ou alors heu, des petites équipes tech au sein d'une plus grosse boîte qui, elle, est pas tech, ce genre de choses. Heu, Quand on est dans une grosse, grosse boîte avec des besoins de standardisation, des équipes, qui fournissent des plateformes transverses, du tooling dev, c'est plus les mêmes dynamiques et ça s'applique pas du tout. Moi, je bosse chez Datadog, on est des milliers d'ingés. C'est pas du tout les mêmes dynamiques. Dans mon taf actuel, je fais du Go pour tout un tas de raisons, mais c'est OK. C'est OK parce que la boîte est grosse, il y a des besoins de standardisation, et tous les avantages qu'on aurait avec des langages, plus petits, mais à mon sens mieux que Go, s'appliquent de manière très, très différente par rapport à une équipe de 5 personnes où là, on peut vraiment tirer ces bénéfices-là. Donc j'ai pas trop l'air là comme ça, je pense que je fais un peu moins hipster. Heu, il y a quelques années, je donnais des talks sur les monades Transformers avec une grosse barbe comme ça. Et donc pour vous montrer que je suis un vrai hipster, en 2011, je faisais du Scala en Presta, c'est-à-dire on avait fourgué du Scala à un client qui comprenait rien, c'était super drôle. En 2013, j'ai commencé à faire du Haskell. En
2014, j'ai présenté Rust à Devoxx. Commence à faire un petit bail. J'ai l'honneur douteux d'avoir été la première personne à mettre du Rust en prod chez Clever Club. C'est un achievement. Après, j'ai eu la chance de bosser dans une boîte où la tech principale, c'était Haskell et PureScript pour le front. Après, j'ai été bosser pour une boîte australienne avec du Haskell, mais du Helm, du Haskell et du Helm. Et jusqu'en 2025, je fais du Rust et du Biscuit. Donc, Rust commençait à devenir un peu mainstream, mais Biscuit, c'était une bonne techno de hipster. Donc, c'est pour dire que j'ai eu l'occasion de voir des trucs et l'idée, c'est d'en parler un peu. Alors, quand on dit qu'on va utiliser des technos de hipster en prod, qu'est-ce qu'on va entendre? Le premier truc qui revient tout le temps, ça va être l'enfer pour recruter. Ensuite, ça va être «Ah mais c'est terrible, il y a pas Spring Boot, on va être obligé de recoder Spring Boot, ça va être affreux parce qu'on peut pas agir sans Spring Boot apparemment». Va falloir apprendre plein de trucs, ça va être compliqué, on va devoir former tout le monde. Il y a du vrai, du moins vrai. Celui qui revient vraiment en majorité par rapport aux autres, c'est que ça va être compliqué de recruter. Par contre, si on demande à un gros hipster tel que moi, on va dire on va aller 10 fois plus vite parce qu'on utilise un langage avec des types de données trop forts et tout, ça va être trop bien. Alors ça, on le voit moins passer, mais dans les années 2010, quand on voulait justifier de faire du Scala, on dégainait systématiquement l'essai Beating the Averages de Paul Graham, qui disait que eux, comme ils faisaient du Lisp, ils étaient moralement supérieurs aux autres qui faisaient du C, qu'ils allaient tellement plus vite et que c'était super, et qu'il fallait s'inquiéter s'il n'y avait pas Lisp sur le CV des gens. Bon, on pense ce qu'on veut de Paul Graham. Heureusement, c'est un peu moins utilisé comme justification. Et du coup, en tant que dev senior, eh ben, ça dépend. Ça va, c'était un peu plus court que prévu. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait peur à un patron? C'est un patron, on peut lui parler des types algébriques généralisés. T'as pas leur parler des types family ou alors de lifter des data types. Ça leur parle pas et ils sont pas curieux, ces gens. Du coup, ils vont pas, enfin, c'est pas leur boulot de se focaliser sur les intérêts techniques d'un langage tel que Haskell, malgré tous les avantages techniques de Haskell. Un patron, les RH, ils vont s'intéresser à leurs problèmes, comment on recrute, ainsi de suite. Donc évidemment, le recrutement, comment on fait vivre une équipe et ainsi de suite. Et aussi syndiquez-vous, mais ça, c'est un autre point. C'est l'objet d'un autre talk. Donc on va jamais trouver l'élève qui maîtrise son langage chelou là, que personne connaît et machin. Et en fait, ça venait d'où cette peur? Ça venait que souvent les RH, ils visualisent leur entonnoir de recrutement comme un truc très, très large avec plein de candidates et de candidats au début, et à la fin, il faut sortir un seul candidat. Et qui fait ce travail? C'est les RH parce qu'ils sont trop forts. Et donc en gros, quand on est RH et qu'on est dans ce mode-là, si on réduit le pool de départ, ça leur fait peur. Mais en vrai, oui, quand on recrute pour faire du Haskell, le pool de candidats et de candidates de départ va être certes plus petit. Mais d'un autre côté, si les RH étaient si forts que ça à nous trouver des candidats, ils nous proposeraient pas des primes de dingo pour la cooptation. Donc peut-être aussi que les RH savent s'appuyer sur les devs pour recruter des devs et que c'est OK. Un gros pool de départ, c'est cool, mais un gros pool de départ, faut le filtrer pour arriver à des résultats. Donc ça, c'est du travail. Alors évidemment, si les RH sont incentivés sur le nombre d'entretiens qu'ils font passer, ils auront intérêt à faire passer plein d'entretiens, mais en pratique, c'est du temps qui est perdu. Donc en général, un bon taux de conversion, c'est sympa. Et comme la métrique d'arrivée, c'est-à-dire le nombre de personnes embauchées, elle est fixe, comme on fait pour augmenter le taux de conversion, on réduit le départ. Donc ça peut être intéressant. Et des gens qui ont une longue expérience dans une techno, c'est rassurant, mais ça fait pas tout. On peut être super expert de Hibernate et pas être très intéressant pour la boîte au global. Moi, en pratique, j'ai dû souvent me battre avec des RH pour faire passer des profils qui étaient très très bien, mais qui rentraient pas dans les cases que les RH aimaient bien voir.
Donc pour le recrutement, globalement, ce qu'on avait, c'est qu'on avait assez peu de candidats, peut-être 4-5 personnes qui arrivaient pour un poste. Tout le monde, quasiment tout le monde, ultra qualifié. Pas forcément avec des parcours attendus par les RH, donc il fallait aussi savoir le voir. Et aussi, beaucoup de gens qui étaient disponibles en remote. Donc en vrai, c'était la partie facile. J'ai jamais eu autant de facilité à recruter que quand j'étais, chez Fretlink, où la partie la plus difficile d'un recrutement, c'était d'aller dire non aux 4 personnes qui étaient super qualifiées, mais qu'on ne pouvait pas garder parce qu'on n'avait qu'un seul poste à pourvoir. Donc en vrai, alors évidemment, si vous avez un objectif de recruter 100 personnes, ça tient pas, hein. C'est pour ça que je rappelle que ça tient pour des petites équipes. Mais quand vous avez un nombre de postes limité, que vous recrutez en scale, les gens vont se bousculer au portillon et ça va être des gens très, très bons. Donc le recrutement, pour moi, c'est vraiment la fausse peur. C'était exactement l'inverse que j'ai pu voir. Heu, Ensuite, il y a la question de la gestion de l'équipe. Heu, Effectivement, vous n'allez pas forcément trouver des gens qui sont déjà compétents dans une techno de hipster, donc il faut accepter, de former les gens. Heu, il peut y avoir la tentation d'avoir des équipes avec que des seniors dedans. Mais ça peut être, piégeux. Alors pour une raison toute simple, la moula, ça coûte cher d'avoir que des seniors. Hem, un autre truc aussi qui est un peu plus insidieux et pareil, je pense qu'on va s'en mordre les dents avec l'IA, c'est que quand on n'a pas de juniors dans l'équipe, ça fait stagner les seniors. Parce qu'un senior va monter enfin, un ou une senior va monter en compétences, techniquement. Mais au bout d'un moment, la montée en compétences, elle va se poursuivre par du mentoring, par déléguer les tâches, par de faire ce genre de choses-là. Quand on a une équipe avec que des seniors, en fait, on casse tout cet axe de progression sur les seniors. Donc de toute façon, c'est bien de faire monter des gens en compétences au sein d'une équipe. Il y a un autre risque aussi, c'est qu'une équipe senior, bah, elle va se mettre dans son groove assez vite et elle va pas bouger, il y aura pas de perturbations extérieures et du coup, ça va être une équipe un peu fossilisée qui va juste avancer mais sans évoluer et ça peut être, un piège à moyen terme. Alors, pour la partie RH management, c'est différent. Clairement, ça va être différent pour les RH. En pratique, j'ai trouvé pas que c'était pire, voire même que c'était mieux. Il a juste fallu, parfois, gérer un peu l'ego froissé des RH qui étaient vraiment mis en dehors de la boucle de recrutement où il y a des fois, on leur disait juste: «Signe les papiers là, on a trouvé quelqu'un». Et il y en a, ça les gênait un peu de plus avoir ce rôle de filtrage qu'ils connaissaient. Hem, Ça permet de recruter des gens qu'on n'aurait pas forcément pu recruter, par rapport à des grosses boîtes. C'est pas une raison pour être une pince et payer les gens, des clopinettes, parce qu'au bout d'un moment, ils vont en avoir marre et se barrer. Donc c'est intéressant, on peut toucher des profils qui auraient été bossés dans des grosses boîtes qu'on pouvait pas forcément, considérer et qui là, pour des raisons, bah, il y a du remote, des modes de travail qui sont intéressants, de la techno intéressante qui vont venir malgré peut-être un salaire, pas aussi mirobolant que dans une grosse boîte US. Encore une fois, faut pas être des pinces non plus, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hem Il faut former les gens en interne, mais j'ai envie de dire, c'est le cas partout. Si vous êtes une boîte et que vous pensez que vous n'avez pas besoin de former vos employés, bah, ça risque de mal se passer à un moment. Et dernier point, c'est que, très spécifiquement, dans ces cas-là, il y a pas de discussion sur le remote. Il faut autoriser le full remote, heu, parce que, le pool est petit, donc il y aura pas forcément une, répartition géographique qui va s'aligner. Et en bonus, c'est aussi bien pour la diversité. Il se trouve que, si vous voulez, bosser avec des gens, qui sont neuroatypiques, heu, vous allez trouver beaucoup de ces profils-là, sur des technos un peu spécifiques et il y en aura une partie pour qui, venir au boulot, au bureau tous les jours, c'est juste pas possible en fait, c'est un aménagement qui est nécessaire pour bosser correctement. Et donc ça,
C'est une bonne chose parce que la diversité, avant d'être une optimisation de vos équipes, ça reste un impératif moral. Faut juste faire attention à l'entre-soi parce que c'est des petites communautés, donc on va retrouver, que des gens, de cette communauté, ça va être plus facile. Hem et ça, c'était un problème pour le coup chez Freighting on voulait, chercher des gens qui avaient fait des reconversions, donc éviter, juste avoir, la bande de mecs, qui se connaissent depuis longtemps. Ça peut se gérer en allant chercher, explicitement, des gens, en leur disant: «J'ai envie que tu viennes, bosser avec moi, je suis sûr que tu peux», et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, à quelques reprises, donc ça veut dire qu'il faut aller, identifier quelqu'un, aller, la convaincre que, elle est, valide pour, postuler, aller mettre des petits taquets aux RH, s'ils sont pas OK, ainsi de suite. C'est un peu de boulot, mais ça se fait. Heu dernier point encore, niveau diversité, si vous voulez recruter des gens qui font du Rust et du Haskell et qu'il y a des RH, un peu bigots, homophobes ou transphobes, là, ça risque de coincer. Il va falloir aller mettre des taquets, aux RH, parce que pareil, c'est des profils qu'on va retrouver un peu plus souvent sur ces technos. Donc c'est cool et puis, encore une fois, il y a des taquets qui se méritent. Alors, sur la partie technique, en positif, on va avoir des gens qui vont dire enfin non, en négatif, pardon, des gens qui vont dire: «Attends, il y a aucune bibliothèque, Hibernate n'existe pas en Haskell, c'est terrible, on va être obligé de tout recoder, on va perdre notre temps». Il y en a d'autres qui vont dire: «Bon, on va aller trop vite, ça va être super efficace, on va tourner autour de la compétition». Et encore une fois, on peut entendre: «Bah, impossible de faire du code legacy puisqu'on fait du Haskell». Donc techniquement, ça n'est pas possible de faire des bêtises. Encore une fois, il y a du vrai et du faux. Heu, Au niveau des bibliothèques, tout ce qui est, bibliothèque de base, c'est-à-dire des trucs basés sur des protocoles un peu spécifiés, donc faire du HTTP, des protocoles de base de données. Les libres de base, elles sont là. Pour la plupart, elles sont de bonne qualité. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels vous allez construire, c'est bien défini. Hem Il y a pas de vrai équivalent à des frameworks très, très, cadrants et très, très structurants comme Spring Boot et Hibernate. Alors il y a des équivalents techniques, mais ce qui fait la force de Hibernate et Spring Boot, c'est pas leur qualité technique, c'est leur hégémonie. Et en Haskell, bah, il y a des gens qui aiment bien, bricoler des trucs et la proposition d'un framework qui fait tout va pas forcément plaire à tout le monde et du coup, ça va pas être très, très, très répandu. Et il faut bien l'admettre, le dev initial est un peu plus long parce qu'on a beaucoup plus de glue à faire, nous-mêmes. Après, si on considère un niveau de qualité, un niveau de résultat égal, moi je trouve que le dev est tout aussi rapide, voire légèrement plus rapide, heu, parce que, bah, le langage un langage de bonne qualité va faire qu'on va perdre moins de temps à corriger des problèmes, qui auraient jamais dû exister. Donc à feature équivalente, quelqu'un qui ship du code de mauvaise qualité dans un langage, non typé, va aller très vite. Par contre, à qualité de code équivalente, et à expérience de dev équivalente, on va plus vite avec des langages de bonne qualité, très très clairement. C'est pas automatique pour autant. Ça reste un travail d'équipe et un travail de tous les jours, la qualité d'une code base. C'est pas parce qu'on utilise des outils qui sont moins débiles que d'autres que, ça va être automatiquement mieux. Et en l'occurrence, c'est pas parce qu'on utilise une super techno qu'on va pas faire de la merde. Ça, j'ai entendu pour tous les langages web, même au Camel. Xavier est pas dans la salle, mais je pense à lui. Heu, un bon langage alors déjà faire du legacy, ça veut rien dire, mais bon, c'était le petit piège. Un bon langage, ça aide à atteindre une très bonne qualité de code. Un mauvais langage peut clairement empêcher d'avoir une très, très bonne qualité de code, en rendant le travail nécessaire juste impossible à mettre. Un bon langage empêche absolument pas d'avoir du code pourri et un bon langage empêche mais absolument pas d'avoir une archi à la con, ça je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Par contre, une bonne architecture peut, contenir, les problèmes d'une mauvaise code base, au sens où, on peut contenir à un certain endroit un truc un peu pourri et construire des trucs plus propres, autour.
Un truc auquel il faut faire vraiment attention, surtout avec les devs Haskell, tristesse de le reconnaître, c'est le syndrome cerveau cosmique où, les devs Haskell, sont souvent des gens brillants et si on leur donne des problèmes qui sont pas assez intéressants pour leur brillance, ils vont inventer tout seuls des problèmes à la hauteur de leur intellect et c'est là que vous allez avoir des problèmes. Hem, Ça peut être des solutions ultra complexes, qui sont pas adaptées pour le problème. Ça peut être des features du langage qui sont utilisées d'une manière, compliquée à prendre en main parce que c'est des features super avancées. Encore une fois, avec les dev Haskell, c'est parfois le cas et un autre risque aussi, c'est de prendre une techno, maximaliste. Heu, Là, par exemple, en ce moment, il y a un langage qui s'appelle Unison qui est super, qui redéfinit vraiment tout ce que c'est que d'être un langage. Mais une fois que vous avez ce truc-là, toute votre archi, ça doit être du Unison. Donc techniquement, c'est super. Par contre, toute votre archi est faite autour de ça. Il y a quelques années, il y avait la base de données d'Atomic qui était, super à la mode, mais ça forçait une architecture de gestion de données qui était fondamentalement différente des autres trucs et donc une fois qu'on était parti là-dedans, c'était très, très dur de faire marche arrière. Une solution que j'ai utilisée dans toutes les boîtes où j'ai fait du Haskell, c'est, ce qu'on appelle le complexity budget. En gros, c'est de se dire on a un budget complexité qu'on va, dépenser et si on le dépense fort à un endroit, bah, faudra faire des économies à un autre endroit. L'idée en gros, c'est d'explicitement garder un œil sur la complexité des solutions qu'on met en place, et quand on va mettre en place une solution, réfléchir à sa complexité, non seulement à la mise en place, mais aussi dans le temps et sur des questions de maintenance. Donc en gros, ça veut dire, bah, là, telle super bibliothèque Haskell, qui fait tout au type level, elle est top, mais là, c'est un bout de la base de code sur laquelle beaucoup de gens interviennent, qui ont pas tous la capacité, ou le temps de monter en compétences dessus. Donc là, non, on va faire un truc un peu moins rigolo, on mettra peut-être plus de tests unitaires et puis tant pis. Et sachant que évidemment, quand vous en êtes à faire du Haskell, vous avez déjà tapé dans le budget complexité en faisant du Haskell. Donc ça, juste essayer de garder un équilibre sur les choix qu'on fait après, pour essayer de contenir la complexité. Et encore une fois, c'est contextuel. Si c'est un bout de la code base qui est, maintenu par quelques personnes qui connaissent toute la bibliothèque et qui vont aller faire du support auprès des autres, il y a pas de souci, utiliser des technos, des bibliothèques plus avancées parce que, ça va réellement régler le problème. Encore une fois, il faut voir, est-ce que c'est, qui va toucher à cette code base, qui va faire la maintenance, les intérêts, que ça apporte et ainsi de suite. Il y a pas, des bouts de Haskell qui sont pas bien, des bouts de Haskell qui sont bien, ça dépend de qui va s'en occuper. Heu, du coup, ce qui marchait bien, c'était, quand on avait une nouvelle techno, un peu pointue qui nous paraissait intéressante, c'est d'aller commencer à la tester dans des contextes un peu limités. Ça peut être une suite de tests, ça peut être des choses comme ça. Un truc qui marchait très, très bien pour que les gens, réfléchissent eux-mêmes à 2 fois avant de pousser ces trucs-là, c'était dire: «OK, tu vas introduire cette bibliothèque, qui fait du SQL type level, en Haskell, très, très bien. C'est toi qui l'ajoutes. Tout le support, c'est toi qui t'en occupes. Et il y a la moindre question, c'est à toi de le gérer». Et ça, du coup, bah, ça va être deux conséquences. Soit les gens se disaient: «Oh, peut-être, en fait, j'ai un peu la flemme, je la connais pas si bien que ça, je vais peut-être l'utiliser dans un projet perso à la place ou autre». Ou alors ils allaient faire de la write-up auprès de toute l'équipe pour faire monter en compétence d'autres personnes et puis être seuls à pouvoir intervenir dessus. Et ça se faisait assez naturellement en alignant les incentives. Heu, Encore une fois, il y a des choix techniques qu'on peut faire sur des bibliothèques, OK. Les choix qui touchent à l'archi, là, faut être très, très, très conservateur parce que c'est l'archi, en fait, qui va protéger, à grande échelle votre système. Vous pouvez faire des expériences, un peu alambiquées dans des coins. Tant que l'archi est capable de contenir le blast radius de problèmes à ce niveau-là, c'est OK. Si vous commencez à faire des trucs alambiqués au niveau de l'archi, là, le risque, il devient global sur votre système et c'est un autre souci. Et encore une fois, pour finir, c'est contextuel.
Donc ça doit pas être un choix qui est imposé par une personne ou qui est fait de manière un peu anomique par les autres. C'est des choix d'équipe. C'est-à-dire qu'en tant qu'équipe, on se met ensemble, on définit en gros le dialecte du langage qu'on veut utiliser. Ça veut dire quelle bibliothèque on va faire, s'il y a des bibliothèques qu'on utilise et ben, ça veut dire que toute personne qui rentre dans l'équipe, on va, faire le travail pour les faire monter en compétences, là-dessus. Ça, c'est un truc qu'il y avait chez Bellroy. On utilisait une bibliothèque de gestion un peu de données un peu pointue. Bah, quand j'ai rejoint l'équipe, on m'a filé le bouquin pour apprendre à me servir de cette bibliothèque et c'était OK parce que toute l'équipe était OK, pour s'en servir. Du coup, sur un point technique, heu l'équipe, elle est heureuse d'avoir des outils qui sont bien. C'est-à-dire que, si vous avez un langage qui vous permet d'éviter, des erreurs de null pointer exception, bah, c'est bien en fait d'avoir ce problème-là en moins dans la vie. Il y a tellement de problèmes dans la vie, si on peut s'éviter, des problèmes évitables, c'est mieux. Hem, une équipe qui a une bonne qualité de code, c'est une équipe qui va bosser sur des features, qui va prendre le temps de réfléchir et qui va pas jouer aux pompiers en permanence. Ça, c'est très, très, très bon pour le moral de l'équipe, de pas passer son temps à débugger. Il y a un autre truc aussi, c'est que le choix de ces technos-là, elle va filtrer des gens qui vont être alignés sur les valeurs en termes de qu'est-ce que c'est que construire du bon logiciel, comment y arriver. Donc ça, c'est des gens qui vont se foutre sur la gueule pour des points syntaxiques, idiots parce que ça va être des gens avec des opinions. Mais sur les valeurs fondamentales de, ça c'est du code qui est OK pour aller en prod, ou ça c'est dégueulasse, ça n'ira pas en prod, les gens sont globalement d'accord. Ça évite d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui a un niveau d'exigence de qualité plus faible et que les autres détestent secrètement parce que, il fait tout planter. Et aussi pareil, ce filtre, ça va permettre d'avoir des équipes assez autonomes comparées à leur seniorité. Heu, parce que, bah, on a la joie d'utiliser on nous laisse utiliser des bons outils et ben, on va être assez autonome, on va essayer de faire en sorte que la liberté qu'on nous a donnée, on l'utilise correctement, et on va montrer que ça marche bien aussi. Donc ça, c'est des équipes qui, globalement font le taf et vont pas passer leur temps à se plaindre, hem qui vont avoir une maturité et qui même, quand on passe pas son temps à faire du firefighting, ben, on va pouvoir dire, en termes de design, on va pouvoir passer un peu plus de temps à réfléchir un peu au niveau, ça c'est une bonne chose. Au niveau des trucs auxquels il faut faire gaffe, c'est vraiment la complexité. C'est l'ennemi numéro un, de ces équipes-là, que ce soit dans le code ou dans l'architecture. Faut éviter aussi à ce que faire attention à ce que la connaissance soit pas silotée avec quand j'ai appris qu'on disait plus post factor, parce que parler de gens qui se font écraser par un bus, c'est un peu triste. Là, on parle de gens qui gagnent au loto et qui se barrent du jour au lendemain, mais l'idée de base, c'est la même, c'est que s'il y a quelqu'un dans l'équipe, combien de personnes dans l'équipe peuvent se barrer du jour au lendemain sans que ça soit la merde pour vous? Et ça, c'est un truc auquel il faut être vigilant. S'il y a quelqu'un qui a poussé pour une bibliothèque très compliquée et qui l'a mise un peu partout, si cette personne-là se barre du jour au lendemain, qui peut reprendre ce code-là? Ça, c'est un truc auquel faut faire attention. Un autre truc que j'ai vu aussi, c'était des gens qui démarraient avec un nouveau langage, donc ils avaient fait, des années à faire du Java, ils avaient découvert Haskell, ils avaient découvert la lumière et c'est bien et ils se sont dit: «Je vais refaire tout en Haskell, ça va régler tous les problèmes et comme ça, on n'aura plus de problèmes». Non, faut y aller, de manière opportuniste, pas aller toucher du code qui marche déjà, faire des petites réécritures ciblées et des choses comme ça. Et il y a l'autre truc aussi qui arrive un peu souvent, c'est pareil, c'est mon premier projet en Haskell, je vais tout bien faire et du coup, le truc, il reste pendant 6 mois dans une branche et il sort jamais parce que la personne n'est jamais satisfaite. Ça ça, c'est des trucs, ça peut se régler en faisant du petit tooling interne, pas des trucs de prod, mais du tooling interne en staging ou des outils qui restent sur les machines de dev. Ça se passe bien, ça permet de monter en confiance sur la techno, pour après faire des projets qui sont vraiment, de prod. Alors il y a un autre point et celui-là c'est compliqué, c'est un truc que j'ai vu dans des grosses boîtes où il y avait une équipe, qui avait fait, du Haskell ou du Scala et puis là, il y a un nouveau chef qui arrive. Ça fait quoi un nouveau chef? Ça fait pipi partout pour montrer que c'est lui le nouveau chef et du coup, bah,
qu'est-ce qu'il va faire le nouveau chef? Il va faire, le truc facile, il va dire: «Ah tiens, cette équipe-là, ils utilisent une techno chelou. On va dire qu'on va faire du Spring Boot à la place. Le core banking de notre boîte qui a été fait en Scala par une équipe très compétente, on va tout réécrire en Spring Boot parce que c'est ça, c'est le futur». Exemple, tout à fait pris au hasard, évidemment. Ou alors, un équipementier sportif, qui appartient à une famille, très aisée du nord de la France et qui, outsource des choses, en Chine avec du travail, des Ouïghours, dirait: «Bah, tiens, il y a un truc en Haskell, c'est bizarre, on va faire du Java à la place». Ça arrive. Alors, est-ce que, j'ai une solution miracle pour que des patrons cons deviennent moins cons? Non. Il y a une solution pour qu'un patron con disparaisse, mais c'est un peu plus radical. Donc on peut pas toujours l'appliquer. Donc on peut ça c'est le genre de truc, on peut pas forcément y faire grand-chose. Au mieux, on peut éviter de tendre le bâton pour se faire battre, ça veut dire que, si on est dans une optique, vraiment, nous on est une équipe de gens super folles, le reste de la boîte c'est des gros cons et on va leur faire sentir tous les jours parce qu'ils utilisent pas Haskell. Le jour où il y a ce genre de situation qui se produit, personne va prendre votre défense. Ça, c'est le premier truc à faire. Si vous êtes dans une grosse boîte avec une équipe qui fait un truc un peu custom, allez voir les autres boîtes, montrez en quoi ça vous aide, proposez de les aider, essayez de faire tache d'huile pour que vous soyez pas seul et si le jour, où il y a un nouveau chef qui a envie de faire un exemple avec vous, que vous soyez défendu par les autres équipes. Hem, mais encore une fois, un patron con, c'est un patron con et ça on peut pas y faire grand-chose. Alors, pour conclure sur la partie technique, enfin sur la partie, globale, désolé. Heu, à petite échelle, le recrutement qui est la grande crainte, moi j'ai trouvé que c'était facilité. Tout simplement en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien faire du Haskell en prod, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du goût et il y a peu de boîtes qui font du Haskell en prod. Donc structurellement, les boîtes qui font du Haskell en prod vont être plutôt en position de force sur un rapport, d'équilibre entre, offre et demande, puisqu'évidemment, tout est un marché et c'est une grille de lecture sociale intéressante. Désolé. Hem, donc ça, en tant qu'employeur, on est plutôt en position de force quand on ouvre des postes sur sur des technos un peu hipster. Encore une fois, à petite échelle. Si vous avez besoin de recruter 100 devs d'un coup, ça marchera pas. C'est le déséquilibre marche à des petites, échelles. Hem, l'amélioration technique, enfin, en tout cas, l'amélioration de vélocité, elle est assez marginale parce qu'on va refaire plus de trucs. Après, on va mieux, maîtriser les systèmes parce qu'on aura fait la glue nous-mêmes et ainsi de suite. Mais on va pas forcément shipper les features, 10 fois plus vite que les autres. Ça, c'est pas ce qui se produit. Mais les gens qui vont faire ça, ils auront tendance à être plus heureux parce qu'ils feront pas, du firefighting en permanence. Ils shipperont des features tranquillement, avec confiance, en faisant monter en compétence des nouvelles personnes sans stresser et ça, c'est bien. Parce que peut-être que finalement, les gens, c'est important dans la vie et que nos vies valent plus que leurs profits. Hem et la techno, en fait, la techno, c'est bien pour la techno, heu, mais en fait, ça sert de proxy pour les valeurs des gens que ça va attirer et en choisissant du Haskell et ben, on va attirer des gens qui, pensent que Haskell, c'est une bonne manière de faire du logiciel, et du coup, ça va faire, quelque chose de plutôt positif. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des gens qui savent ce qu'ils aiment, et qui s'y retrouvent. Donc le conseil, c'est de trouver ce qui vous rend heureux en termes de techno et essayer optimiser pour ça. Parce qu'au final, les arguments techniques, il y aura des gens qui vous disent que Haskell, c'est bien, il y aura des gens qui vous disent que Haskell, c'est imbitable. Il y a des choix techniques, différents, dans toutes les boîtes. Il faut juste trouver, le choix qui vous ressemble, construire une équipe qui s'aligne autour de ça, et c'est ça le plus important, plus que juste des simples, des bêtes avantages, techniques. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que l'important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Le choix de techno, c'est là pour supporter ça.
Donc ça, c'était la conclusion que j'avais fait quand j'ai écrit ce talk. Et depuis, si vous avez été attentif, vous aurez peut-être remarqué quelque chose qui s'est produit dans notre industrie. Mais alors l'IA dans tout ça, ça fait quoi? Hem, alors, encore une fois, si vous allez sur LinkedIn parce que vous aimez vous faire mal ou vous avez un kink, que je ne juge pas, hein, on ne kink shame pas, vous allez trouver des gens qui vont dire: «Ah bah, j'ai regardé, c'est Ruby qui utilise le moins de tokens. Donc dans ce monde, nouveau de l'IA, faut faire du Ruby». Puis après, il y a d'autres gens qui disent: «Bah, moi j'avais pas beaucoup de Go, alors je faisais du Go et puis je me suis mis à faire du Rust parce que mon agent, il converge plus vite quand je lui fais générer du Rust». Et donc Rust, c'est le langage du futur. Dans le futur, il y aura plus que Rust et TypeScript, les autres langages auront disparu. Et encore d'autres gens qui vont dire: «Bah, de toute façon, je suis sûr que les agents, un jour, ils vont générer de l'assembleur». Méga lol, mais c'est LinkedIn, hein, on trouve de tout. Donc ce que je veux dire, c'est que l'argument de l'IA, il y aura toujours des gens qui vont s'en servir pour fourguer ce qu'ils ont à fourguer. Et du coup, moi, comme, mon intérêt, c'est de fourguer les systèmes de type statique expressif, je trouve que le modèle, de travail où on se base sur les types, que j'utilisais avant l'IA, je l'ai transposé à l'IA et ça marche super bien. Donc pour moi, l'IA prouve empiriquement qu'il faut utiliser des langages avec des systèmes de type expressif. Mais c'est parce que c'est ce que j'ai à vendre. Je trouverai sans doute plein d'autres raisons, pour le faire. Heu, en pratique et de manière peut-être un peu plus sérieuse, j'ai vraiment remarqué une tendance à ce que des gens utilisent Rust, en générant du code parce que les contraintes mises par le compilateur aident vraiment l'agent à converger sur quelque chose d'efficace plus vite. Hem et heu et voilà, je l'ai remarqué. Alors, est-ce que du coup, se dire qu'on va utiliser des langages qui promeuvent un meilleur modèle mental et que les utiliser avec un outil qui fait qu'on ne construit pas le modèle mental, c'est bien? Je sais pas. Encore une fois, les choses bougent tout le temps. Va encore falloir, voir comment ça se décante. Peut-être que l'IA va rendre les avantages marginaux des bonnes technos moins intéressants, juste en générant le code. Peut-être que ces langages vont permettre de générer du code de manière plus efficace. Les 2 se défendent honnêtement. Donc l'idée, ce serait de prendre le temps et d'intégrer ça correctement. Et je veux dire, ça tombe bien, heureusement, on n'est pas dans un monde où il y a une adoption de l'IA qui est poussée à marche forcée par une espèce de clique de milliardaires technofascistes. Donc on a le temps, tout va bien. Il y a pas il y a pas des ravages sociaux, éthiques et environnementaux liés à ça. Donc c'est bon, on a le temps d'y aller tranquillement et tout va bien se passer. Et du coup, ma vraie conclusion, c'est que si vous voulez vraiment avoir la classe, il faut utiliser Haskell et Pisclay, pour des raisons que je décrirai pas plus en détail. Merci.